À 83 ans, Anne Roche est candidate pour le parti Lutte ouvrière. Professeure agrégée en lettres et titulaire d'un doctorat, elle a enseigné à l'université d'Aix-Marseille. Son engagement remonte à la candidature d'Arlette Laguiller en 1974. Habitante de Marseille, elle représente Lutte ouvrière sur la 11e circonscription. Anne Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate Lutte ouvrière, donc Oui. Lutte ouvrière qui est un parti un peu particulier puisque, de ce qu'on a compris, vous ne concourez pas vraiment à la députation dans cette élection. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous voulez faire dans cette campagne des élections législatives ? Tout d'abord, ce ne serait pas très réaliste de penser que l'un ou l'autre d'entre nous va être élu député, étant donné nos scores habituels. Mais pour nous, les élections, c'est un moment important qui n'est pas du tout négligeable, dans la mesure où c'est une occasion de faire connaître nos idées, de nous adresser à d'autres personnes que ce que nous pouvons toucher habituellement. Et de ce point de vue, la télé, et je vous remercie de nous avoir invités, la télé est certainement un bon moyen de toucher un certain nombre de personnes. Mais au-delà du coup de cette volonté plutôt d'aller chercher les gens, de s'adresser à eux, vous n'avez donc aucune volonté électorale, vous ne cherchez pas du tout par exemple un siège à l'Assemblée qui par exemple pourrait vous permettre de présenter vos idées avec peut-être une audience un peu plus importante aussi ? Comme je l'ai dit, ce n'est pas à la fois ce que nous cherchons pour des raisons évidentes, mais aussi parce que ce serait paradoxal de notre part de tenter de nous intégrer dans un système que nous récusons. Donc encore une fois, pour nous, les élections sont un moyen de propager nos idées, de les populariser, mais en aucun cas de s'intégrer dans le système parlementaire tel qu'il est. Il peut être utilisé, mais ce n'est pas notre projet. Alors du coup, justement, par rapport à ce système du coup, que vous dénoncez, l'union de la gauche qui a été faite autour de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, vous n'avez pas accepté d'en faire partie. Est-ce que vous pouvez en dire plus au-delà de l'aspect du système que vous dénoncez ? Est-ce qu'il y a des divergences et quelles sont-elles ? Il me semble plus important de nous centrer sur ce que nous proposons, nous. Et notre idée, avant tout, c'est que la force essentielle de la société, ce sont les travailleurs, c'est-à-dire les aides-soignantes, les ouvriers, les traminots, les cheminots, enfin tous ceux qui font marcher véritablement la société. Ce qui a été d'ailleurs patent pendant la période de la pandémie, où on s'est aperçu brusquement que quand ceux-là qui faisaient marcher la société étaient en première ligne, on ne reconnaissait pas leurs efforts à la mesure de ces efforts. Donc, si vous voulez, je dirais que la base de toutes nos idées, c'est que ce sont les travailleurs qui font marcher la société, ce sont eux qui ont la force et qui auraient la force de la diriger si on leur en donnait l'occasion. Et probablement, ils feraient peut-être moins de bêtises que les différents gouvernements qu'on a vus passer. Donc vous pensez que cette union de la gauche, notamment, et même la gauche de manière générale, ne défend pas suffisamment les travailleurs ? Je ne sais pas si c'est tellement important de parler de ça, mais je dirais que historiquement, on a bien vu que dans les années 70 et au-delà, les différentes tentatives d'union de la gauche qui ont fait naître de grands espoirs, y compris parmi les travailleurs, ont été déviés et n'ont pas répondu aux espoirs qu'elles avaient fait naître. Donc nous avons quelques raisons historiques d'être un petit peu méfiants par rapport à ce type de configuration, d'autant plus qu'il n'est pas certain qu'elle soit durable et qu'elle ne mène pas à une explosion. Mais encore une fois, ce n'est pas mon sujet. Mais alors du coup, puisque on comprend bien que vous êtes vraiment pas du tout dans cette logique de système, comment faire parvenir à faire grandir vos idées, en tout cas en termes de poids, chez les gens, et quel est finalement votre objectif final, j'ai envie de dire, si vous voulez justement agrandir votre écoute et si vous voulez mettre en place des idées que vous portez, comment est-ce qu'on réussit en passant certes par le système, comme vous le faites, en faisant entendre votre voix pendant les élections, mais disons que si vous voulez réussir à transformer vos idées en des réalisations concrètes, comment est-ce que cela est possible si on refuse du coup de participer à ce système, comme vous le dites ? Si vous voulez, le réformisme n'est pas à exclure, mais il a ses limites. Et au-delà d'une certaine limite, on est dans l'impasse. Ce que nous attendons, nous, c'est véritablement un changement fondamental.
on peut l'appeler révolution. Oui, effectivement, nous disons communistes révolutionnaires, et ce que nous attendons, c'est la révolution. Maintenant, ne me demandez pas de prévoir une échéance ou de dire comment ça va se passer. Les révolutions, historiquement, elles sont souvent intervenues comme des surprises, même si elles avaient été préparées en amont par le dévouement et le militantisme d'un petit nombre. Mais à preuve de la révolution de 1917, qui pour nous reste un modèle. D'accord. Donc pour bien comprendre effectivement ce que vous portez, c'est donc une révolution en dehors du système, quelque chose qui partirait de la base, des travailleurs, mais que vous ne pouvez pas nous dire la forme qu'elle prendrait, ni quand elle arriverait effectivement. Je crois que ce ne serait pas du tout sérieux de vous dire aujourd'hui la forme que ça peut prendre. Nous-mêmes, nous aimerions bien le savoir, mais nous ne savons pas, et nous n'avons pas de boule de cristal, si vous voulez. Nous ne jouons pas les voyantes, et nous ne sommes pas en mesure, et ce serait vraiment pas sérieux de notre part que de dire que la révolution aura lieu. Alors attendez, je regarde ma montre, top chrono dans 48 heures Bien ou sûr. 3 semaines, etc. Bien sûr, alors, mais ce que je voudrais voir par là, ce qui est quand même intéressant du coup de bien comprendre, c'est que comme vous prônez une révolution, on le sait que par le passé, les révolutions ont pu produire des moments sanglants, des moments violents, et c'est des choses qui peuvent éventuellement faire peur à nos auditeurs ou à des gens qui ne sont pas forcément informés sur ce que vous portez au-delà de cela dans vos idées. Comment est-ce que vous faites passer ce message de la nécessité d'une révolution aux gens de manière générale ? Il me semble que la société telle qu'elle est organisée aujourd'hui n'est pas si merveilleuse que ça. J'entends tout à fait ce que vous dites sur la peur que peut inspirer le mot révolution. Mais si vous voyez ce qui se passe en ce moment, si vous voyez les inégalités qui se creusent entre les riches et les pauvres, mais aussi au plan de la planète, entre les pays riches et les pays pauvres, les pays riches qui sont dans une pléthore de biens et de consommation, et les pays pauvres qui sont confrontés soit à la famine, franchement, soit à des inondations ou à des cataclysmes climatiques comme on en voit tous les jours dans les journaux. Donc il nous semble que la société telle qu'elle est, qu'on la regarde au plan de l'Europe, de la France ou de la planète, elle va mal. Et donc proposer de changer cette société, il me semble que c'est plutôt une bonne idée qui ne devrait pas inspirer la peur, mais qui devrait plutôt inspirer une espérance, me semble-t-il. Très bien. Une dernière question politique, plutôt électorale. Vous parlez des travailleurs, vous vous adressez aux travailleurs qui sont une majorité de la population, effectivement, de la population active. Comment est-ce que vous expliquez que la majorité de cette population, alors que vous êtes le parti, en tout cas vous vous réclamez être le parti des travailleurs, se détourne de vous dans les élections, par exemple, puisque même si vous ne souhaitez pas forcément y participer, c'est quand même le moment pour les électeurs de désigner les partis avec lesquels ils se sentent les plus proches. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, l'électorat, notamment ouvrier, se soit détourné à la fois de votre parti, mais aussi plus largement de la gauche? On voit que les scores du Front National, Rassemblement National aujourd'hui, sont assez importants dans l'électorat ouvrier, justement. Il est certain que les scores du Rassemblement national sont préoccupants, mais il faut aussi voir d'où ils viennent. Lorsque le Parti socialiste a été au gouvernement, la gauche à ce moment-là semblait avoir le vent en poupe et on a marché de déception en déception. Donc l'électorat ouvrier qui avait été prêt à voter pour Mitterrand et ensuite qui a peut-être voté pour Hollande, a été constamment déçu. Rappelez-vous, lorsque le président Hollande disait « mon ennemi, c'est la finance », et ça n'a pas été du tout suivi des faits, bien au contraire. La finance et la spéculation ont flambé sous sa présidence comme jamais auparavant. Donc on comprend que l'électorat ouvrier, enfin l'électorat des travailleurs en général, déçu par la gauche, se soit malheureusement tourné vers le Rassemblement national. Et du coup, alors comment est-ce que vous expliquez qu'il y a eu ce déplacement vers la droite plutôt que vers du coup une gauche plus radicale que vous portiez? Est-ce qu'il y a eu une sorte de mélange entre en mettant la gauche dans un même sac et du coup en décidant de partir plutôt à droite? C'est ça que vous pensez qui explique que du coup effectivement l'électorat ouvrier ne soit pas revenu vers vous? La gauche ayant déçu ce qui était son électorat naturel, cet électorat s'est tourné vers, disons, un parti, le Front National puis le Rassemblement National, qui tenait un discours démagogique qui pouvait séduire et donc tromper. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas notre propos. Bien sûr, mais disons que c'est important pour finalement ceux que vous défendez. C'est quand même important de voir que ce sont des gens qui finalement ne se retrouvent pas, en tout cas dans votre programme, qui vous soutiennent pas suffisamment par rapport à ce que vous proposez, puisque vous entendez les défendre en priorité.
vous vous présentez comme le parti qui les défend. Et c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, cet électorat s'est dilué, on va dire, sur l'ensemble de l'échiquier politique. Je vous propose de passer aux mesures quand même que vous proposez. On ne va pas revenir sur tout votre programme. Pour cela, je renvoie nos auditeurs à la vidéo de présentation que nous avons faite du programme présidentiel de Nathalie Arthaud. Je voulais savoir comment est-ce que vous comptez financer toutes ces mesures dans la pratique. Comment est-ce qu'on réussit à mettre en place à la fois la redistribution, le SMIC à 2 000 € et les embauches massives dans les services publics, l'éducation, la santé. Bon, il faudrait une réponse détaillée, mais déjà ce que l'on peut dire, c'est que nous parlons en termes déjà de répartition des richesses. Il est certain qu'il y a de grandes fortunes qui sont des fortunes héritées, des fortunes fondées sur une exploitation qui a commencé au XIXe siècle avec la modernité industrielle et qui s'est perpétuée jusqu'au XXIe siècle qui est le nôtre. Donc déjà, il y aurait... Déjà, si le gouvernement cessait de subventionner ces grandes entreprises qui n'ont pas besoin de ça et faisait une répartition des impôts un peu plus équitable, une partie du financement des mesures en question serait largement assurée. Très bien. Et je voudrais enchaîner sur une autre thématique qui est importante dans votre programme, qui est l'ouverture des frontières. Aujourd'hui, comment est-ce que vous liez, finalement, on voit que dans votre programme, vous liez l'ensemble des travailleurs de la planète. Et est-ce que finalement cette idée d'ouverture des frontières à tous va dans ce sens ? Bien sûr, nous sommes internationalistes. Internationalistes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les nations, telles qu'elles ont été constituées au XIXe siècle, et historiquement ça se comprend, nous paraissent aujourd'hui participer du cours meurtrier de l'histoire. Et donc, être internationaliste, ça veut dire justement abolir les frontières et accueillir entre autres les migrants, y compris les migrants qui viennent de Libye, qui viennent du Maghreb, qui viennent de Syrie, qui viennent d'Irak, et pas seulement les réfugiés qui viennent d'un pays européen. Très bien. Je vous propose de passer à notre dernière rubrique. Vous, député de la République, est un peu particulière, puisque comme vous le disiez, vous ne concourez pas à la députation. Alors, du coup, vous qui portez un programme révolutionnaire, on l'a bien vu, vous refusez de concourir au système, mais si vous aviez la possibilité de voter des lois, pensez-vous que le réformisme peut dans une certaine mesure fonctionner si on vous proposait, vous, député, de voter une loi qui va dans un sens qui est le vôtre? Voteriez-vous, même si la loi n'est pas assez radicale pour vous, les changements ne sont pas assez radicaux? J'ai dit tout à l'heure que le réformisme, jusqu'à un certain point, pouvait fonctionner. De toute façon, nous vivons tous dans une société qui est ce qu'elle est, et à moins de se condamner à une inaction totale, on est bien obligé parfois de mener des luttes qui sont des luttes partielles, qui ne sont pas des luttes radicales. Donc si par extraordinaire l'un d'entre nous était élu à la députation, je suppose, mais d'une part ça ne se produira pas, et d'autre part nous ne pensons pas qu'une loi quelle qu'elle soit, élaborée dans un système que nous rejetons, pourrait fonctionner de façon positive. Très bien. Une dernière question sur la démocratie. Le lien aujourd'hui entre dirigeants et population et le peuple se distend de plus en plus. Comment est-ce que vous, dans un système un nouveau système finalement, vous voudriez faire en sorte que effectivement représentants et représentés soient plus proches et soient plus en accord, afin que la démocratie vive d'une meilleure façon que ce qu'elle vit aujourd'hui, où elle est remise en cause notamment par l'abstention? L'abstention, justement, c'est un phénomène intéressant parce que ça indique qu'une majorité, enfin une forte proportion d'hommes et de femmes ne se reconnaissent plus dans ce système et ne voient d'autre solution que de voter avec les pieds, comme on dit, c'est-à-dire de ne même pas se présenter dans les bureaux de vote. Donc ça, je crois que c'est un phénomène qu'on ne soulignera jamais assez parce qu'il signe justement un certain discrédit de ce que vous avez appelé la démocratie. Mais il me semble que la réponse, elle est contenue dans ce que je disais au commencement, à savoir qu'il faut que les travailleurs prennent conscience de leurs forces et prennent conscience que ce sont eux qui peuvent diriger la société. Il ne s'agit pas d'imaginer une révolution sur le modèle de 1793, mais plutôt sur le modèle de 1871, même si c'est il y a bien longtemps. La révolution de 1871, il faudrait méditer là-dessus parce que justement elle avait proposé toute une série de mesures extrêmement radicales pour l'époque, y compris sur les droits des femmes, sur le vote, etc. Et il me semble que c'est un prototype dont on pourrait s'inspirer aujourd'hui et qui réglerait ces questions de représentativité ou non.
Donc ce que vous promouvez, c'est plutôt un rapprochement entre représentants et représentés par finalement en cherchant à les confondre plutôt qu'en essayant de retisser du lien par une autre façon. Vous voulez une prise de pouvoir par les travailleurs finalement dans la société. Oui, de même que si vous voulez dans les luttes dans les entreprises, il y a d'une part les actions syndicales, mais il y a également les assemblées générales qui sont une forme de démocratie directe où les travailleurs peuvent prendre la parole et peuvent prendre des initiatives avec ou sans ou contre les syndicats. Et voilà un élément de réponse par rapport à votre question. Très bien. Écoutez, Anne Roche, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je vous remercie, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien.